Bonjour à tous, bienvenue dans Santé Plus. L'émission est aujourd'hui consacrée au papillomavirus. Avec nous, le docteur Jean-Luc Mergui. Vous êtes gynécologue obstétricien. Vous êtes également président sortant chargé des affaires internationales de la Société française de colposcopie et de pathologie cervico-vaginale. Et également président élu de la Fédération internationale de colposcopie et de pathologie cervicale. Bonjour à vous. Et Bonjour. nous avons également un reportage au Cameroun avec Conrad Tankou qui est chercheur à Yaoundé et il travaille sur un système en vue de dépister les cancers du col de l'utérus. Docteur, le papillomavirus, c'est un virus qui peut provoquer des lésions cancéreuses et même des cancers. Quelles sont les personnes touchées par l'HPV, comme on l'appelle ? Alors l'HPV, c'est une infection qui se transmet au cours des rapports sexuels. À peu près tout le monde est en contact avec ce virus au moment où il a ses premiers rapports sexuels. On estime qu'entre l'âge de 18 et 25 ans, 80% d'entre nous, nous contaminons par ce virus. Et puis ce virus va rester pendant un an environ du fait de l'immunité qui va se développer. On va lutter contre ce virus et 90% d'entre nous vont se débarrasser du virus. Et puis pour 10%, ce virus persiste. Et en persistant, il va entraîner des petites lésions au niveau du col pour les femmes. Et ces petites lésions qui au début sont bénignes peuvent, si elles persistent, si elles ne sont pas dépistées, entraîner ensuite un cancer invasif. Et on sait qu'aujourd'hui, ce cancer invasif est un problème de santé publique dans le monde entier, puisqu'il y a environ 510 000 cancers du col de l'utérus dans le monde, et environ 310 000 femmes vont en mourir. On estime qu'il y a environ 2 cancers du col, 2 femmes qui ont un cancer du col qui meurent toutes les 2 minutes dans le monde, tout le temps. Et ces cancers qui vont tuer ces femmes surviennent à un âge de 40-45 ans, des femmes relativement jeunes, qui ont des enfants encore en bas âge et qui posent des gros problèmes économiques, et évidemment psychologiques pour ces enfants, et évidemment sociaux pour ces familles qui sont touchées par ce cancer du col. Quelle est la stratégie de prévention ? Alors, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que le cancer du col est le seul de tous les cancers que l'homme ou la femme peuvent avoir qui peut être prévenu. Le cancer du sein, on peut le dépister tôt par la mammographie. Les cancers du côlon, on peut les dépister tôt par les examens. Mais le cancer du col, on peut le prévenir, éviter qu'il ne survienne. Et pour éviter qu'il ne survienne, il faut dépister justement soit les précurseurs de ce cancer, ces petites lésions qu'on voit sur le col, soit dépister le virus lui-même quand il persiste, et c'est la persistance de ce virus qu'on va dépister. Ce sont les nouvelles techniques aujourd'hui que l'on a mises en œuvre en France et dans le monde, et dans les pays à forte activité économique, qui ont les moyens de développer ce type de dépistage. Et aujourd'hui, on propose aux femmes d'avoir tous les 5 ans un test qui va rechercher la persistance de ce virus. Et quand ce virus persiste, on va examiner la femme, examiner son col, rechercher une petite lésion, et si cette lésion est dangereuse, la traiter pour éviter qu'elle ait un cancer du col un jour. Et comment se fait ce test ? Ce test, c'est le classique frottis que l'on faisait. On frotte au niveau du col en faisant un prélèvement. Ces cellules sont déposées dans un flacon et ensuite on va rechercher le virus dans ce flacon. Comme on fait la PCR pour le Covid, au niveau du nez, on va faire la même chose, mais au niveau de la filière génitale. L'avantage de ce test-là, qui doit être fait chez les femmes de plus de 30 ans et pas de moins de 30 ans, parce qu'entre 25 et 30 ans, je vous ai expliqué qu'au début de la vie sexuelle, 80% d'entre nous sommes porteurs. Donc si on dépiste les femmes trop jeunes, toutes sont porteuses d'un papillomavirus, donc on ne peut pas sélectionner les femmes à risque, puisqu'on n'a pas encore fait le nettoyage du virus, ce qu'on appelle la clearance. Donc à partir de l'âge de 30 ans, on recherche si ce virus est présent. S'il est présent, c'est qu'il y a une possible persistance, donc on va le tester 1 an plus tard. Si à 1 an d'intervalle, les 2 prélèvements sont positifs, on va regarder le col, vérifier avec la colposcopie, ce qui est un examen du col au microscope, voir s'il y a une petite lésion. Et s'il y a cette petite lésion, eh bien on va la prélever pour connaître son pronostic. Si cette lésion peut évoluer vers un cancer, on va la retirer. C'est une intervention qui peut être faite sous anesthésie locale, qui retire juste la lésion et qui évite d'avoir un cancer sans obérer l'avenir obstétrical des patientes, sans changer rien, ni à leur fertilité, ni à leur avenir obstétrical. Et on s'aperçoit que cette prévention, ce dépistage n'est pas toujours optimal en France. Pourquoi ?
Alors aujourd'hui, on peut considérer en France, qui est un pays à forte activité économique, que 60% des femmes sont régulièrement dépistées et 40% ne le sont pas. Soit parce qu'elles ont des réticences à aller voir un praticien gynécologue, soit parce que les médecins généralistes sont déjà débordés et n'ont pas le temps de s'occuper de ces tests. C'est pourquoi on a changé la méthode de dépistage et maintenant même un laboratoire d'analyse médicale, si c'est tenu par un médecin, peut faire également ce frottis. La sage-femme peut faire le frottis, le médecin généraliste peut faire le frottis pour élargir les acteurs de santé qui peuvent faire ce dépistage et donc prévenir un futur éventuelle lésion du col. Là, on parle du cancer du col de l'utérus, mais on va voir dans une petite vidéo que le papillomavirus ne touche pas que les femmes, mais également les hommes. Oui, bien sûr. Les papillomavirus sont des virus très répandus qui touchent aussi bien les hommes que les femmes. Ils infectent la peau et les muqueuses du corps humain, c'est-à-dire les zones intimes et la sphère ORL, bouche et gorge. L'infection au papillomavirus est très contagieuse. C'est pourquoi on estime que plus de 70% des hommes et des femmes sexuellement actifs seront infectés par des papillomavirus au moins une fois dans leur vie. La transmission peut avoir lieu dès le premier rapport et tout au long de la vie. Les personnes concernées ne présentent en général aucun symptôme. Et dans la majorité des cas, l'organisme se débarrasse spontanément des papillomavirus. Toutefois, dans environ 10% des cas, le virus n'est pas éliminé, ce qui peut avoir des conséquences potentiellement graves. Quand elle est persistante, l'infection à certains types de papillomavirus peut évoluer vers des lésions précancéreuses des muqueuses. Non traitées, ces lésions risquent à leur tour d'évoluer lentement vers des cancers. Les papillomavirus sont potentiellement impliqués dans le développement des cancers du col de l'utérus, du vagin, de la vulve, du pénis et de l'anus. Ils peuvent également être impliqués dans certains cancers de la bouche et de la gorge. Si vous avez des questions ou besoin de conseils sur les moyens pour lutter contre les papillomavirus humains, n'hésitez pas à en parler avec votre médecin. Docteur, comment évolue un cancer qui n'est pas traité ? Un cancer qui n'est pas traité évolue très très mal. D'ailleurs, le vrai problème dans les pays à faible activité économique, à faible ressources économiques, on s'aperçoit, et il y a un rapport de l'OMS assez récent qui vient d'être publié, qui montre que dans les pays, par exemple, africains, environ 15% d'entre eux seulement disposent d'appareils de radiothérapie. Un cancer invasif du col de l'utérus, ça se traite par radiothérapie, chimiothérapie, chirurgie. Eh bien, on se voit que les moyens de traitement sont très faibles. Et donc, si la mortalité dans le monde entier du cancer du col est de l'ordre de 50-57%, dans les pays à faible ressources économiques, cette mortalité peut monter au-delà de 60%, parce que non traités, les cancers évoluent toujours vers le décès de l'individu. Mais il faut les traiter, et il faut surtout les prévenir. Et c'est ça l'enjeu de santé publique. Et il y a des enjeux qui ont été mis en œuvre et qui vont être développés par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. C'est d'essayer que d'ici l'avenir, par exemple l'année 2030, eh bien, on mette en œuvre dans tous les pays un fort investissement dans la prévention des cancers du col. Et la prévention, c'est quoi ? C'est vacciner 90% des jeunes filles, c'est dépister 70% des jeunes femmes, et c'est traiter 90% des cancers invasifs de l'utérus. Vous voyez qu'on envisage pour 2030 que 90% des cancers invasifs soient traités. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est loin d'être le cas. Que 90%, ça veut dire que même en 2030, 10% des cancers ne sont pas traités par faute de ressources. Et quelle est la fenêtre de tir, si j'ose dire, pour, à partir du moment où le cancer apparaît de façon minimale, on dispose de combien de temps pour traiter ? C'est ça l'immense avantage pour le papillomavirus. On va partir du début. Premier rapport sexuel, on est contaminé. Dans 70% des cas, a dit la vidéo, 80% dans certaines études. Entre le moment où on est contaminé par le papillomavirus, disons aux alentours de l'âge de 20-25 ans, et les premières lésions précurseurs des petites verrues gentilles mais qui ne sont pas cancéreuses, il se passe entre 10 et 15 ans. Donc, première contamination, 18 ans. 10 ans plus tard, 28-30 ans. Le pic des lésions précancéreuses, c'est aux alentours de 30 ans. Puis ensuite, ces lésions-là, elles mettent 10 ans pour devenir un cancer. Donc, entre le précancer et le cancer, il y a encore 10 ans. Donc, entre la première infection, la contamination et le cancer invasif, il se passe en moyenne
20 ans. Donc on a ces 20 ans à mettre au profit pour dépister, prévenir, traiter, et traiter de façon très localisée, sans compromettre. Alors que quand on a un cancer invasif, là il faut enlever l'utérus, parfois les ovaires, ça bouleverse évidemment la fertilité des femmes, leur vie sexuelle, familiale, sociale. Donc l'enjeu ici est énorme. Prévenir, c'est traiter de façon très localisée une toute petite lésion qui ne compromettra pas la vie de cette femme ni de sa famille. Est-ce qu'il y a des symptômes que la femme elle-même ressent ? Non, quand il commence à y avoir des symptômes, c'est déjà le cancer, c'est déjà la phase avancée. On est aux alentours de 40, 45 ans, 50 ans. Là, commence à y avoir des symptômes parce qu'elles n'ont pas fait toutes les épreuves de dépistage et de prévention. Mais, par exemple, il y a un moyen le plus simple de prévenir. Il y a 2 moyens de prévenir le cancer du col. Le premier, c'est ce qu'on a fait depuis 40 ans, c'est de faire du dépistage. C'est-à-dire on fait le frottis, on dépiste, on regarde, on prélève, on traite, on évite le cancer. Mais aujourd'hui, on a une méthode beaucoup plus efficace, qui est d'éviter que le virus n'arrive dans l'organisme. Et ça peut bénéficier aux filles, comme ça peut bénéficier également aux garçons, c'est la vaccination. C'est ça le grand progrès qui a été mis en œuvre depuis les années 2007 jusqu'à 2021. Ça fait 13-14 ans que ce vaccin existe. Et ce vaccin est efficace. Il est efficace sur les premières études. Et on vient de s'apercevoir très récemment, en Australie, en Suède et très récemment en Europe, au Royaume-Uni, que ce vaccin est efficace en population. Et ça a permis, depuis qu'il a été mis en œuvre, de réduire de façon très importante les lésions précurseurs du cancer du col et les cancers du col, même chez ces femmes très jeunes. Donc c'est efficace. On l'a vu tout à l'heure dans la vidéo, effectivement on parle du cancer du col de l'utérus, mais ce vaccin et le dépistage ne concernent pas que ce cancer-là, puisqu'il y a également certains cancers de la gorge, le cancer du pénis, le cancer de l'anus, qui concerne donc le pénis en l'occurrence les hommes, et l'anus les femmes, ou la gorge les femmes et les hommes. Qu'est-ce qu'on fait pour ce dépistage de ces cancers-là qui sont dus au papillomavirus ? Alors, pour les cancers de l'anus, on peut faire un dépistage. Ce dépistage est surtout réservé soit aux hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, soit aux femmes qui ont des portages chroniques de papillomavirus, qui ont des lésions à plusieurs endroits. C'est les femmes qui sont immunodéprimées, soit parce qu'elles sont séropositives pour le virus HIV, soit parce qu'elles prennent un traitement médical qui va les déprimer, comme les patients qui ont une greffe rénale, ou les patients qui ont une greffe du foie, ou les patients qui ont une maladie chronique pour lesquels on donne des traitements immunosuppresseurs, comme les polyarthrites rhumatoïdes ou maladies intestinales inflammatoires. Ces patients qui sont sous des traitements immunosuppresseurs peuvent développer beaucoup plus fréquemment des lésions dues au papillomavirus, puisqu'on baisse leur immunité, le virus persiste ou s'exprime. Chez ces patientes-là, ou chez ces hommes-là, on peut dépister des lésions au niveau de l'anus en faisant un frottis aussi au niveau de l'anus, en recherchant ce papillomavirus au niveau de l'anus. Malheureusement, pour le cancer de la gorge, au jour d'aujourd'hui où on parle, il n'y a aucun dépistage et aucune prévention parce qu'il n'y a pas possibilité de faire de frottis. Le cancer de la gorge est essentiellement au niveau des amygdales. Et au niveau des amygdales, les lésions sont profondes et ne sont pas dépistables aujourd'hui ni par un examen virologique, ni cytologique, ni même par un examen visuel des amygdales pour prévenir un éventuel cancer à ce niveau-là. C'est proche du cancer du fumeur dans ce cas-là ? C'est environ 30% des cancers oropharyngés sont liés au papillomavirus et 70% sont liés aux autres facteurs de risque comme le tabac, l'alcoolisme et autres facteurs de risque. Alors on l'a vu, nous on a la chance, dans certains pays comme la France, d'avoir le test HPV et le papillomavirus et le frottis, mais ce n'est pas le cas dans tous les pays. Et je vous propose de retrouver Conran Tankou, qui est un jeune chercheur à Yaoundé, et il a travaillé sur un système assez innovant, donc numérique, pour permettre aux médecins à distance de détecter des cancers du col de l'utérus. On va regarder avec un... C'est dans cet espace modeste, à Yaoundé, que Conrad Tankou, chercheur, travaille sur la mise au point de la start-up GICMED. Le projet regroupe 5 technologies. Il s'agit d'un ensemble de solutions créées entre 2018 et 2019 en vue de faciliter la prise en charge des cancers du sein et du col de l'utérus. Le premier,
un spéculum intelligent. Le deuxième, c'est un système de microscopie qui fonctionne sur smartphone. Le troisième, c'est un équipement qui facilite la biopsie à l'aiguille fine. Le quatrième, c'est une plateforme de télémédecine qui peut faciliter la transmission des données d'un endroit à un autre. Et le cinquième, qui est le plus récent, c'est une plateforme qui facilite la formation du personnel de santé qui seront vraiment ceux qui vont implémenter le projet dans les zones, quoi. Le plus fascinant, c'est ce dispositif médical qui permet de capter les images du col de l'utérus via un microscope ou un spéculum intelligent, puis transférer à un spécialiste à distance à travers un téléphone Android. C'est l'image qu'on a captée du col. Ça, c'est la plateforme du médecin. Donc, c'est ce que le médecin reçoit. Et puis, maintenant, le médecin, il saisit le diagnostic et puis l'infirmière reçoit instantanément. L'invention répond clairement au contexte camerounais où la plupart des hôpitaux situés en zone rurale ne disposent pas toujours d'un matériel technique fiable et souffrent d'un manque criard de spécialistes. Le clic, d'abord, c'était une rencontre avec une dame pendant que je travaillais comme médecin dans une zone rurale. Cette femme est décédée du cancer du col de l'utérus. Et puis c'est là où l'idée de vraiment trouver une solution qui va permettre aux femmes qui vivent dans les zones rurales d'avoir accès au diagnostic dans les aires de santé est venue. Et pour garantir la fiabilité du diagnostic, le jeune chercheur a aussi pensé à la création d'une plateforme de formation en ligne pour le personnel médical. On a vraiment essayé de simplifier le contenu pour mettre les supports sous forme de vidéos, sous forme de PDF, les quiz, et nous sommes en train d'intégrer maintenant les simulations interactives. Ces investigations ont aujourd'hui une renommée internationale. Conrad est le tout premier Camerounais vainqueur du prix des jeunes innovateurs africains pour la santé, devant l'entrepreneur kényan John Mwangi et le Nigérian Imodoye Abioro de la start-up Health Biotics. L'objectif, c'est quoi? Dans les prochaines années, d'avoir JICMED implémenté dans chaque village, pour parler du Cameroun. Mais nous visons l'Afrique subsaharienne en général. Nous avons ce que je vais appeler le MVP de tous nos prototypes. Les plateformes, les softwares sont déjà bien développés, testés et puis fonctionnent à merveille. Maintenant, pour les hardware, nous sommes à la phase de mener un essai clinique, n'est-ce pas, qui entre dans le processus de validation en fait. En développant cette série d'innovations, Conrad pourra sauver des milliers de femmes. Plus de 1500 femmes meurent chaque année des suites de cancers du col de l'utérus. Docteur Marie, que pensez-vous alors de ce reportage? Alors c'est extrêmement intéressant parce que c'est vrai qu'en Afrique subsaharienne, manque de moyens médicaux de dépistage et de prévention. Celui qui est présenté par ce jeune chercheur est intéressant. Il a déjà été développé dans d'autres pays et effectivement le fait de prendre des photos du col et de les envoyer à un expert qui pourrait imaginer de donner un conseil est tout à fait possible, mais il y a d'autres solutions qui sont en cours de développement sur lesquelles nous travaillons. Par exemple, des systèmes d'intelligence artificielle qui dépistent automatiquement le jour de l'examen, qui donnent un conseil à la personne qui va examiner la patiente. Les systèmes analysent l'image et donnent des conseils de façon extemporanée. Et donc, il n'y a pas besoin d'avoir recours à une personne extérieure. Et toutes ces méthodes qui vont permettre de mieux appréhender les lésions du col dans des systèmes où il n'y a pas de spécialistes experts sont toutes les bienvenues. Et celle qui est présentée aujourd'hui est vraiment intéressante et a déjà été essayée d'être développée dans d'autres pays de la même façon. Mais c'est sûr que c'est l'avenir. L'autre, ce qui vient d'être présenté, concerne les femmes d'aujourd'hui. Ce qu'il faudra essayer de développer, c'est les femmes de demain, c'est-à-dire les petites filles d'aujourd'hui qui seront des femmes dans 20 ou 30 ans. Et pour celles-là, il y a une autre façon de faire, c'est la vaccination. La vaccination. Justement, je voulais savoir, donc effectivement, en Afrique, pour l'instant, il y a effectivement la vaccination du papillomavirus, mais en France, on est quand même bien lotis parce qu'elle est remboursée à la fois pour les filles, à la fois pour les garçons. Pourquoi y a-t-il si peu de jeunes, et notamment de jeunes filles ou de jeunes hommes maintenant, qui sont vaccinés ? Alors que c'est évitable, c'est un cancer, ce sont des cancers évitables. C'est une question qui se pose. Par exemple, au Royaume-Uni, c'est 85%. Au Portugal, c'est 80%. En Espagne, c'est 75% des jeunes filles qui sont vaccinées. En Italie également. En France, on a une exception culturelle, c'est qu'on n'a que 25% à peu près de jeunes filles qui sont vaccinées aujourd'hui, alors que le vaccin est disponible, qu'il est gratuit, qu'il est remboursé par la sécurité sociale et par les mutuelles.
Et bien des pays aimeraient bien pouvoir bénéficier de cette chance qui est offerte aux petites filles. Et c'est lié beaucoup à la communication des gens qui sont anti-vax, si j'ose dire, qui sont opposés aux vaccins en pensant que ces vaccins peuvent entraîner des effets secondaires. Et il y a des histoires toujours qui sont embêtantes parce qu'il y a une jeune fille qui a été vaccinée et qui, 6 mois plus tard, a développé une sclérose en plaques. Mais si on regarde les millions, au jour où nous parlons aujourd'hui, 100 millions de jeunes filles ont été vaccinées dans le monde. 100 millions, c'est énorme. Et parmi les pays où il y a des études qui ont été faites, il n'y a pas plus de complications chez les jeunes filles vaccinées, de sclérose en plaques ou de maladies auto-immunes, que chez celles du même âge qui n'ont pas été vaccinées. Donc il n'y a pas d'augmentation du risque. Et l'étude a été faite également en France, mais malgré toutes ces preuves scientifiques, eh bien, il y a des réticences des parents, de l'opinion publique, du fait de ces communications un peu alarmistes. Et pour l'instant, on n'arrive pas à convaincre les parents de vacciner leurs enfants. Il n'y a qu'un quart, grosso modo, des enfants, des filles qui sont vaccinées aujourd'hui en France. Alarmistes et complotistes. Et oui. Oui, ça va souvent ensemble. Pour en revenir à l'Afrique, là, le problème est aussi un problème de coût. Enfin, d'abord un problème de coût. Quel est le coût, normalement, d'un vaccin comme ça ? En France. Je veux dire... Oui, en France. En France, parce que le tarif est négocié pour chaque voilà. État. Donc en France, le coût d'un vaccin est de l'ordre de 150 € par dose. Donc 3 doses, si on fait 3 doses... Je vais répéter peut-être comment on vaccine. Redites effectivement comment on vaccine. À quel âge, voilà. comment et donc, combien de doses. Les garçons et les filles, entre 11 et 14 ans, peuvent être vaccinés et il n'y a besoin que de 2 doses, donc 2 fois 150 €. Après l'âge de 14 ans, donc entre 15 et 19 ans, on peut faire du rattrapage, mais là, il faudra 3 doses qui sont faites à 0, 2 et 6 mois. Et au-delà de cet âge de rattrapage de 19 ans, le vaccin peut être fait, il est beaucoup moins efficace. Pourquoi ? Parce que à partir de l'âge de 20 ans, la plupart d'entre eux ont déjà eu des rapports sexuels et ont déjà été contaminés par ce papillomavirus. Et quand on est contaminé par ce papillomavirus, le vaccin est moins efficace. Donc pour ça qu'il faut vacciner très tôt, avant d'avoir eu un contact avec le virus, pour avoir pleinement son efficacité. Oui, mais alors là, avec des prix pareils, même avec des réductions pour les pays en voie de développement, pas seulement en Afrique, d'ailleurs, en Asie, etc. Bien sûr. Ce sont des sommes inimaginables. Ça dépasse le budget de certains États. Donc là, la situation est difficile. Et bien entendu, pour ces pays-là, il faut qu'il y ait des aides internationales et des systèmes de promotion qui font qu'il y ait une action volontariste. Et l'OMS a projeté pour... l'année 2030, je vous disais, 70% de vaccination dans le monde entier. Et grâce à cette vaccination dans le monde entier, donc dans les pays en voie de développement ou avec difficultés économiques ou à ressources économiques moyennes ou faibles, eh bien, il faut que les laboratoires soit négocient leurs tarifs, je pense que c'est déjà fait, soit qu'il y ait aussi des systèmes de participation internationale pour pouvoir distribuer à toutes ces petites filles le vaccin qui va permettre... Bill Gates, par exemple. Je ne connais pas la place de la fondation Bill Gates pour le vaccin pour le papillomavirus, mais c'est des actions de ce type qui permettront de couvrir largement l'ensemble de la population féminine et peut-être masculine, mais l'urgence est à la population féminine dans les pays en voie de développement pour éviter, parce qu'il n'y a pas de prévention, il n'y a pas de dépistage, donc il vaut mieux vacciner pour améliorer la survenue de ces cancers, enfin pour éviter la survenue de ces cancers, bien sûr. Christine, une dernière question. Alors, une dernière question, c'est vrai que toujours la vaccination, c'est qu'on n'est pas vacciné toujours pour soi, mais aussi pour les autres. Et effectivement, il faut peut-être aussi essayer de convaincre les garçons, pour leurs copines, pour les filles, d'éviter de les contaminer, parce que même si eux sont exposés, mais dans une moindre mesure, c'est quand même important qu'ils soient sensibilisés à cela. C'est important qu'ils soient vaccinés pour éviter la contamination de leurs partenaires futurs, mais c'est aussi, même pour eux-mêmes, un bénéfice personnel, puisqu'ils vont éviter d'avoir les cancers ORL, les cancers de l'anus, les cancers du pénis, et donc c'est aussi un bénéfice pour eux. Et puis c'est un bénéfice psychologique. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on vaccine les petites filles en disant les petites filles sont à risque, mais les garçons ne sont pas à risque, donc on vaccine qu'une partie de la population. Et ça partageait, si j'ose dire, et on disait, voilà, les garçons, ils n'ont pas de risque, vous voyez, eux, ils ne prennent pas de risque, ils ne sont pas vaccinés. Là, on est égal, tout le monde est égal devant le vaccin, et il faudra vacciner et les garçons et les filles, et ça permettra d'améliorer la couverture mondiale et nationale en France.
de ce papillomavirus et peut-être faire disparaître ma profession qui est de prévenir les lésions en dépistant les précurseurs. Mais si tout le monde est vacciné, on le voit en Australie déjà, la prévalence baisse. En Royaume-Uni, la prévalence baisse. Donc il est probable, et je vois dans les rapports anglo-saxons, que les gens se disent le poids de cet examen va diminuer dans l'avenir et notre profession va être moins en charge de ce problème-là. Oh, je pense qu'il restera quand même. Alors en France, malheureusement, en France par exemple, malheureusement, avec un taux de vaccination qui est inférieur à 30%, oui. 70% des jeunes femmes seront peut-être toujours porteuses de lésions dans les 10 ans et 20 ans qui viennent. Merci beaucoup, Dr Jean-Luc Mergui, d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup, Christine. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. À bientôt pour un nouveau numéro de Santé Plus.